Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour François, Bonjour Chloé, comment comment ça va? vas-tu? Bien et toi? Écoute, je vais très bien, merci. Très Tant content de mieux. te retrouver. Moi aussi, c'est toujours un plaisir, même quand on ne parle pas de droit, tu vois? Eh oui, eh oui, ouais, ouais. Et on va continuer nos échanges, que j'apprécie toujours autant, comme tu le sais. Et en repensant à notre épisode, à notre premier épisode, de Pause Café, j'ai beaucoup repensé à cette notion de sens dont on a, énormément parlé et qui revient, je trouve, à chaque fois, dans les échanges et qui est centrale, on le voit bien, qui est une question que tu te poses, depuis longtemps maintenant, j'ai l'impression. Et si du coup c'est important au niveau, tant personnel que professionnel pour toi, je me demandais ce qui aujourd'hui résonnait, en toi, ce qui ne résonnait plus ou pas. Parce qu'on l'a dit la dernière fois, le sens, il évolue, hein, c'est une notion qui reste jamais figée. Quelque chose qui fait sens dans nos vies un jour ne le fait peut-être plus le lendemain. Et donc aujourd'hui, pour toi, François, qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui au contraire ne résonne plus du tout et pourquoi? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je suis, à un moment dans ma vie où ça fait sens, avec, tout ce qui peut avoir de positif ou de négatif. Quand je fais, un constat de tout ça, aujourd'hui, je suis là où je dois être et je suis bien où je suis. Donc ça, c'est important et comment j'essaye de 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 ressentir, que je suis bien aligné avec, ce qui m'anime, au plus profond de moi-même, je me pose, soit des questions ou soit des fois il y a des questions qui viennent parce que justement je suis, pas du tout aligné avec ce qui m'anime. Donc je me souviens que si je fais une rétrospective de ma vie, à chaque fois qu'il y a eu, des grands moments dans ma vie qui m'ont poussé à changer de direction ou à aller vers autre chose, il y avait, 3 grandes questions qui revenaient, quoi. C'est déjà, pourquoi j'avais envie d'arrêter d'être où j'étais à ce moment-là? Ouais. Qu'est-ce qui me mettait dans l'inconfort, qui me disait, «C'est tu te sens pas bien quoi, ça va pas, ça va pas». Il y a quelque chose qui chahute, intérieurement. Je pense que ça, c'était, vraiment important. Donc d'essayer de comprendre vraiment, où c'est que ça chahute, où c'est que ça bloque. Ensuite, la deuxième chose, c'était, qu'est-ce que j'ai envie? Quelles sont les choses qui sont importantes pour moi et que j'ai envie de soit de commencer ou soit de continuer? Et des fois, il y a des choses qu'on veut arrêter, mais il y a des choses qu'on veut continuer, mais aussi à les faire évoluer en commençant d'autres choses, intégrer d'autres éléments qui sont importants. Et ça a été vraiment toujours, très révélateur pour moi. Le jour où j'étais sommelier, je travaillais dans des restaurants et puis je me suis imaginé, je me suis projeté dans le temps et je me suis dit: «Est-ce que tu te sens, heu, pas capable, mais motivé, Mmh. excité au fait d'être sommelier ou de travailler dans un restaurant jusqu'à la fin de ta vie?» Et c'était pas quelque chose qui me branchait parce que j'avais l'impression d'avoir atteint les limites de ce que je recherchais à ce moment-là et donc j'ai voulu arrêter. Mais pour commencer quoi? Et je voyais que mon ambition me dirigeait à vouloir, diriger des équipes. Mon ambition, c'était aussi d'aller voyager et que si je continuais à être sommelier, mes possibilités de voyage, peut-être qu'à l'époque, elles étaient limitées. Donc j'ai voulu continuer, dans l'hôtellerie, mais j'ai commencé un nouveau schéma. C'est-à-dire que j'étais voir mon directeur de la restauration à l'époque et je lui ai posé la question, je lui ai dit: «Qu'est-ce qu'on fait pour avoir ton job?» Et les options qu'il m'a données, bah, il y en a une qui m'a interpellé et j'ai dit: «Bah, OK, je suis sommelier aujourd'hui, je suis prêt à prendre ce job
de réception de marchandises au sein de l'hôtel, pour commencer quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pareil, quand j'étais à Bora, mais on en a déjà parlé, et pareil aussi, par rapport à Phuket, à la fin de ma carrière dans l'hôtellerie. Parce qu'il y a aussi des événements dans la vie qui t'interpellent, qui te font réagir Mmh. et qui te disent: «Bah, voilà, est-ce que c'est toujours cohérent avec qui je suis?» Je pense qu'il y a une réflexion personnelle, et puis d'être connecté aussi à ce sentiment profond qui t'anime et qui te met un peu en déconfort, quoi, qui te dit: «Non, non, là, il y a quelque chose qui va pas, quoi». Mais alors ça, c'est intéressant parce que ce sentiment, d'inconfort justement, faut être capable de l'analyser quand même parce qu'on dit aussi souvent que quand on est dans des périodes de challenge, tu vois? Où on grandit, où on mûrit, où on passe à l'étape supérieure, c'est inconfortable aussi, tu Mmh. vois? Et donc réussir quand même à aller suffisamment profond pour se dire: «C'est pas que je suis trop challengée et que du coup je suis inconfortable un temps», parce qu'il y a forcément un temps quand on évolue où on est moins à l'aise, on n'est pas en zone de confort, on doit en sortir. Enfin, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, c'est souvent le cas. Versus je suis pas bien parce qu'en fait, je suis pas alignée et du coup, se poser la question de: «Qu'est-ce qui m'anime?» Et c'est vraiment la combinaison des 2 questions ou 3 questions qui est intéressante, je trouve. C'est de se dire, c'est pas que ce sentiment d'inconfort, c'est aussi, bah, il y a quand même, ouais, le gut feeling, hein, de l'inconfort parce qu'on n'est pas à sa place, ça c'est une Mmh. chose. Puis se dire: «Où est-ce que je veux aller?» parce que c'est bien de constater qu'on n'a peut-être pas envie de rester là où on est, mais encore faut-il savoir, où aller. Et du coup, toi, a priori, tu as très vite eu envie d'aller vers le management? Je pensais à l'époque, c'était d'aller vers le management, mais avec le recul, c'était beaucoup plus que ça. Mmh. C'était d'emmener, différentes personnes autour d'initiatives. Alors au départ, c'était vraiment strictement professionnel, parce que j'avais été formaté comme ça. C'était la productivité, réussir des choses, et que c'était quelque chose, dans lequel j'étais épanoui. Mmh. C'est-à-dire cette relation humaine est quelque chose d'extrêmement important. Si je regarde l'ensemble de ma carrière ou de ma vie, je veux dire, si je suis où je suis aujourd'hui, c'est grâce justement à cette relation avec l'autre. Et comment j'ai pu me nourrir de l'autre de manière constructive, positive. Qu'on soit bien d'accord, hein, j'ai jamais été, j'ai pas été parfait, hein. C'est en apprenant de ces C'est erreurs sûr. qu'on grandit. Je trouve qu'il y a la notion d'épanouissement, et et de s'épanouir collectivement, c'est quand même quelque chose qui donne la banane, quoi. Parce qu'on partage, des réussites, des accomplissements. Et tu vois, par exemple, quand j'étais, responsable du stewarding, alors le stewarding, c'est tout ce qui est le service plonge, nettoyage de la restauration dans un hôtel, et que j'avais ces salariés qui venaient d'origines différentes. Peut-être une des plus belles expériences de ma vie, parce que ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas forcément cette reconnaissance professionnelle, le lien humain est encore plus important, et j'ai beaucoup appris d'eux, et j'ai beaucoup pris de plaisir, à travailler avec eux, à grandir avec eux. Et je crois que c'est ça qui est important dans une entreprise, c'est vraiment ce bouillon de culture, d'origine, de diversité qui fait la richesse d'une entreprise. Et c'est là où je prends mon pied, moi. C'est vraiment là où je m'épanouis, parce que c'est pas l'histoire de François, quoi, c'est l'histoire d'un collectif. Et ce qu'on arrive à réaliser ensemble, c'est génial, c'est génial. Et ça peut être, des choses toutes simples, hein. Il y a pas besoin de réussir, alors c'est vrai qu'on est dans une culture où, bah, la réussite se fait d'un aspect matériel. Bien là, c'est plutôt, se retrouver autour d'un café et cetera. Quand on préparait cette émission, on parlait des pâtisseries marocaines ou quoi que Ouais, ce soit. Bah, imagine quand quelqu'un apporte quelque chose de chez soi, et qu'il le partage, c'est qu'il a envie de te donner un petit bout de lui et ouais. de le partager avec toi. Et ben là, ce lien humain, pour moi, ça fait énormément sens. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même dans pas mal d'individualité, et je crois que c'est encore plus important aujourd'hui de renouer
avec le sens collectif. C'est sûr qu'on voit bien l'intérêt. Après, si je me fais l'avocat du diable et que je suis cynique, n'est-ce pas? On peut aussi dire que c'est très bien de qu'il y ait des super pauses café en entreprise avec une bonne ambiance, mais que pour une entreprise, ce qui compte, c'est quand même, bah, la rentabilité. Une entreprise, elle a ses contraintes économiques. Hem, qu'est-ce qui qu'est-ce que tu peux répondre à ça? C'est-à-dire que finalement, remettre du sens, je pense que personne ne peut dire non, à ce besoin-là parce qu'on voit bien que les gens sont fatigués et que a priori, j'imagine qu'il y a pas mal d'études qui viennent démontrer que quand il y a du sens, on travaille mieux. Mais en réalité, il y a telle contrainte aussi quand on est une entreprise que c'est vite oublié et peut-être qu'on ne voit pas, l'intérêt d'axer, son développement, justement sur le sens collectif et plutôt sur la performance individuelle. Mmh. Ça montre bien quand même qu'on est dans une culture axée sur la performance et la Mmh, rentabilité. bien sûr. C'est-à-dire que l'être humain devient plutôt un outil qu'un élément essentiel de vie de l'entreprise. Et quand on regarde quelques études, en France, dans les entreprises françaises, selon cette étude, Gallup, seulement 6 des salariés sont engagés au sein de leur entreprise. Et là, ça pose vraiment des questions. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on perd? Mmh. Les gens viennent, font leur boulot et point barre. Ils ne vont plus réfléchir, ils font le strict minimum, c'est purement alimentaire. Alors que l'entreprise est quand même un lieu où on passe le plus de moments de notre vie, à part dormir. Donc, C'est sûr. est-ce que justement, la notion de sens n'est pas, quelque chose à explorer? Pourquoi nos salariés aujourd'hui ne seront pas engagés dans nos entreprises? D'autres études montrent que, bah, il y a plus de 50 des managers dans les entreprises qui ressentent l'épuisement. Et est-ce que c'est aussi lié justement à cette notion de performance, de toujours plus, toujours plus? Alors moi, je regarde avec, comment dire? Des yeux grands ouverts et puis beaucoup de gratitude et c'est le vivant, la nature. Je viens de Fontainebleau, j'ai été bercé, par la forêt de Fontainebleau, ses cycles et on voit que la nature quand même, il y a des temps, heu, il y a des temps de croissance, il y a des temps de performance, il y a des temps de aussi de repos, Mmh. de prise de recul, et moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup parce que quand on parle de performance, nous, dans les entreprises, on est toujours à fond. Il y a pas de saison, clairement. Il y a pas de saison, quoi, il y a pas de saison et je trouve qu'on perd beaucoup. Moi, de mon expérience professionnelle, en tant que dirigeant, en tant qu'un manager, j'ai été dans des situations, difficiles et dans ces situations, celles où j'ai pu, m'en sortir, c'est en m'appuyant sur la force du collectif. Mais pas juste à s'appuyer sur le collectif, mais en donnant un et en créant un sens commun. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Mes plus beaux échecs, je le dis toujours, c'est quand justement, moi, j'ai été dans cette posture, égoïstique. C'est-à-dire, je suis le boss, je suis le manager, je le sais, suivez-moi Mmh. et je trouve que c'est important justement, de retrouver cette humanité au sein de l'entreprise à travers le sens. Pourquoi? Parce que c'est pouvoir permettre à chacun de trouver sa place, et de contribuer à un projet qui va au-delà de la performance. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est un écosystème vivant et qui doit contribuer pas seulement à une performance économique, mais aussi à un épanouissement collectif, pas seulement au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, sur son territoire. Ouais. Et là, on revient sur les principes de la forêt. Quand tu regardes la forêt, eh bien, c'est pas juste des arbres, je dirais des arbres, des arbustes, il y a des animaux, il y a la terre et donc c'est ça qui m'inspire moi et j'essaye d'ailleurs
de jouer avec ça dans mes ateliers, c'est comment justement on peut, se reconnecter aux principes du vivant et les intégrer dans notre entreprise et de développer un sens commun. C'est hyper intéressant parce que du coup, tu as commencé par, parler du rythme, de Mmh. l'épuisement, parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de phénomènes de burn-out, c'est quelque chose qu'on entend très souvent et dont on est toutes et tous témoins. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui a fait un burn-out, ou voire même plusieurs personnes. Mais donc il y a ce rythme et il y a pas que le rythme finalement. C'est pas que savoir si le rythme est soutenu, si le rythme de production est trop soutenu. C'est aussi de savoir pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait les choses et comment on fait les choses au final. À quoi ça sert, avec qui. Donc c'est ce pourquoi. Oui, c'est le fameux pourquoi. Il y a, Simon Sinek qui a parlé justement de ce fameux pourquoi, et qui dit qu'aujourd'hui on est quand même dans une culture où on est plus axé sur le quoi, le comment et on ne réfléchit pas forcément au pourquoi et lui propose d'inverser ça et je trouve que c'est intéressant. Quand j'ai arrêté, l'hôtellerie, le tourisme, et que je me cherchais, moi personnellement et qu'est-ce que j'avais envie de commencer? Bah, une des choses que j'ai commencé, c'est que j'ai voulu aller voir, d'autres horizons, tels que les nouveaux modèles économiques durables et donc j'ai été m'enseigner sur l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. L'économie régénératrice à l'époque n'existait pas et et ce qui a été intéressant en explorant ça, c'est que déjà, bah, moi j'étais en dehors de ma zone de confort, donc ça a vraiment chahuté, tu vois? Mmh. Tu viens avec une expérience de dirigeant où tu es dans une posture quand même assez, solide et comment dire? Un peu dominante et là, du jour au lendemain, tu te retrouves comme élève et tout ce qu'on te raconte, tu comprends pas tout. Alors là, déjà intellectuellement, tu te dis: «Ouh là, ouh là». Mais par contre, d'avoir étudié ces nouveaux modèles économiques, ça m'a permis aussi de restructurer ma pensée et de voir qu'il y avait des choses que je faisais déjà, mais que je ne les avais pas structurées d'une certaine manière cohérente et que je faisais, naturellement. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que dans ces nouveaux modèles économiques durables, ce qui est toujours au centre, c'est quelle est l'intention et quel est le sens qu'on souhaite donner à notre entreprise. Et ça, moi, ça m'a fait du bien. Plus ou moins, si on revient à l'arbre, eh bien, c'est quelles sont mes racines et qu'est-ce qui va permettre à cet arbre de se développer, d'intégrer un écosystème et de contribuer à un écosystème, mais pas seulement juste pour grandir, l'histoire de grandir, parce que les arbres vont vers la lumière, certes, mais à un moment, ils arrêtent de grandir, comme nous, êtres humains d'ailleurs, mais de dire, bah voilà, à quoi je vais contribuer. Et un arbre, c'est pas, il contribue à enrichir le sol, il contribue à se reproduire, il contribue à nourrir d'autres éléments, il contribue à nous permettre de pouvoir respirer, nous, êtres humains. Et toutes ces questions, c'est intéressant parce que si on le met dans le cas d'une entreprise, bah, quelle est la contribution de l'entreprise par rapport à ses parties prenantes, par rapport à son écosystème? À quoi souhaite-t-elle contribuer? Et donc là, c'est vraiment d'aller vers quelque chose qui va au-delà de juste de produire une richesse, mais à quoi ça va servir? Et on se rend compte aujourd'hui que dans les entreprises, alors évidemment, il y en a beaucoup qui sont en mode de transformation, mais on est quand même dans des modèles très linéaires où on prend des ressources, on les développe, et on produit quelque chose avec, et ensuite on génère des déchets qui ne servent pas à grand-chose. Mmh. Donc c'est sortir de ce système linéaire pour aller vers un système pas circulaire, parce que c'est bien la circularité, mais les peuples racines parlent de spirale. C'est-à-dire que c'est la régénération pour un monde de demain. Et on peut se poser la question, c'est dans quel monde demain on a envie de vivre, quoi? Dans quelle société? Pas seulement pour soi, mais aussi pour ses enfants. Et ce travail, il ne doit pas être fait individuellement, il doit être fait. Alors, il y a un départ individuel, c'est sûr, mais il y a ensuite une continuité qui doit être faite collective. Et donc, c'est réinstaurer le dialogue. Ça veut dire descendre aussi le type de management, aller vers un management qui est beaucoup plus, comment dire, moins descendant et plus transversal.
OK. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, le manager ne doit pas prendre des décisions sans systématiquement consulter tout le monde. Il y a selon les situations, il faut le faire, mais aller vers beaucoup plus de transversalité. Et c'est à partir du moment où on engage les gens dans cette réflexion qu'on va leur permettre à eux de trouver leur sens dans le sens commun. Ouais, donc c'est à la fois de faire avancer le collectif et l'individuel. C'est-à-dire chaque individu a envie d'avancer collectivement vers la même direction. C'est la raison d'être du coup? Ce serait trouver la raison d'être de la société, de l'entreprise? Mais exactement, c'est vraiment, aujourd'hui on appelle ça la raison d'être. Moi j'aime Mmh. bien appeler ça aussi un point d'ancrage collectif, tu vois? OK. Et de se dire: «Bah, voilà, je contribue à quelque chose qui est plus grand que moi et qui va au-delà juste de, d'avoir un salaire, d'avoir un job, de pouvoir, répondre, aux besoins, du quotidien ou quoi que ce soit et ou aux besoins de l'entreprise». Donc c'est vraiment d'avoir, une vision beaucoup plus large, beaucoup plus long terme. On est souvent dans les entreprises dans des visions court terme, on est toujours dans l'urgence. Tu Mmh. parlais du C'est sûr. repos tout à l'heure, il y a des animaux qui se mettent en hibernation, Oui. les arbres se mettent au repos, et nous, on s'épuise. Et donc, ces questions de sens se permettent justement de gérer positivement l'énergie de l'entreprise. Donc si je reste un peu terre à terre, Mmh. hem, il y a que enfin, il faut quand même voir les bénéfices. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a les bénéfices, pour l'écosystème, il y a les bénéfices, pour son environnement, il y a le bénéfice pour ses salariés et tous les individus qui travaillent, dans l'entreprise. Mais a priori, si c'est bénéfique pour toutes ces parties prenantes-là, ça devrait être bénéfique pour l'entreprise aussi. D'un seul coup, ça ouvre de nouveaux horizons à l'entreprise. Mmh. Intérieurement, à l'intérieur de son entreprise, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des problématiques et c'est toujours le dirigeant ou le manager qui essaye de le solutionner. Moi, je me souviens, j'avais interviewé un dirigeant qui disait: «C'est celui qui fait qui sait». Et je pense que d'intégrer justement cette dynamique collective et cette notion de sens, eh bien des fois, le manager ou le dirigeant n'a pas besoin d'être impliqué dans la prise de décision. La raison d'être, c'est un point d'ancrage qui est important dans le sens qui permet de prendre des décisions en cohérence avec la raison d'être de l'entreprise. Moi, je l'ai vécu de différentes manières, en tant que client et en tant que dirigeant. Je ne sais pas si j'avais parlé de cette crise du tsunami que j'ai vécu aux Maldives, mais bon, on était dans une période de crise exceptionnelle. Mais parce qu'on avait créé ce sens commun, eh bien, il y a des décisions qui ont été prises sans que moi je sois consulté. Et ça a été des bonnes décisions. Aussi, en tant que dirigeant, c'est aussi de permettre et de faire confiance aux gens. C'est ça aussi le rôle d'une raison d'être, c'est de donner cette confiance aux gens qu'ils peuvent agir pour le bien-être collectif. Parce que souvent dans l'entreprise, on essaye de s'occuper de sa petite personne avant tout, en priorité, tu vois? Tandis que là, c'est mettre le sens commun au cœur de ça. C'est qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui est, comment dire? Je dirais, cohérent pour l'entreprise, pour qu'elle puisse continuer à grandir, à évoluer. Parce que la plus grande richesse de l'entreprise, avant tout, c'est les femmes et les hommes qui la constituent. Mmh, bien sûr. Et donc, quand il y a des problèmes, eh bien, je trouve que c'est important de pouvoir, justement se reposer sur ce collectif afin de trouver des solutions. C'est pour ça que j'ai étudié, par exemple, l'intelligence collective, les outils d'intelligence collective. Moi, l'atelier qui me bluffe le plus, c'est le co-développement professionnel, c'est-à-dire rassembler, un groupe de 6 à 8 personnes d'une entreprise autour d'une problématique et que c'est ce collectif qui va trouver les solutions. Si j'avais eu cet outil, moi, quand j'étais dirigeant, je l'aurais utilisé beaucoup plus. Mmh. Pourquoi? Parce que j'avais une frustration, c'est que quand il y avait un problème, on venait toujours me voir pour la solution. Mais je ne suis pas Superman. Ouais. Et là, c'est aussi déléguer, se décharger et donc moi, en tant que dirigeant aussi, bah, avoir plus de temps pour moi, pour cette vision globale, tout en sachant que la vision,
l'aspect local, l'aspect précis de l'entreprise est pris en charge par les salariés. Parce qu'on a un sens commun, un intérêt commun, c'est que l'entreprise nous permet d'avoir non seulement un job, une rémunération, mais aussi de nous épanouir humainement. Oui, avec des salariés du coup, suffisamment investis et impliqués pour, chercher les meilleures décisions possibles pour l'entreprise et toutes les personnes qui constituent l'entreprise, mais pour l'entreprise aussi. Je vais m'amuser à lire quelques retours d'expérience de dirigeants qui ont travaillé sur, comment dire, sur leur raison d'être. Qui dit Nathalie Artaïel, qui est la dirigeante de l'hôtel Almanar Plage à Hyères, qui est un hôtel éco-responsable de 17 chambres. Donc, c'est pas non plus la grosse entreprise. Mmh. Mais après, elle dit, après un an de reprise de l'hôtel, nous avons décidé de revisiter notre raison d'être. OK. Et grâce à ces ateliers et à la méthodologie, nous avons approfondi notre réflexion, élargi nos perspectives et défini un cadre qui a permis à chaque membre de l'équipe d'exercer ses missions avec plus d'autonomie, d'audace et de sens. Alors si je vais un peu plus en détail par rapport à leur cas, en travaillant sur la raison d'être ensemble, ben, ils se sont posé des questions. Quelles sont les problématiques de mes parties prenantes? Et une de leurs parties prenantes, c'est leur territoire. Et sur leur territoire, ils ont l'île de Porquerolles. Donc, ils se sont posé la question, pourquoi les clients venaient chez moi? 50% des clients qui viennent chez eux viennent pour aller à Porquerolles. Quelles sont les problématiques de Porquerolles? Et une des problématiques de Porquerolles, c'est la gestion des déchets. Mmh. Ok. Donc, ils ont développé un pique-nique zéro déchet. Et puis, ils ont été plus loin, ils se sont dit, OK, zéro déchet, ça veut dire quoi aussi? Ça ne veut pas dire seulement les gens qui viennent sur une destination et qui déposent des déchets, soit dans les poubelles ou soit à côté des poubelles, plus souvent à côté des poubelles, mais qui se disent, bah, attends, les déchets aussi, bah, c'est peut-être le transport, de faire venir des produits de loin. Est-ce qu'on ne pourrait pas développer un pique-nique zéro déchet qui intègre justement des producteurs locaux? Donc, ils se sont rassemblés avec des producteurs locaux et ils ont créé ce pique-nique zéro déchet. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur. Et puis aujourd'hui, bah, ils ont été beaucoup plus robustes par rapport à la situation du Covid qu'ils ont vécu. Ils ont pu exprimer aussi leur singularité, leur vision. Au lieu de vendre systématiquement du produit, ils ont pu expliquer et sensibiliser les voyageurs qui restaient chez eux. Donc, tu vois, il y a de nombreux effets qui se mettent en place, ok, qu'on n'imagine pas quand on est dans la production d'un produit, point barre. On a des effets tant vis-à-vis des salariés, du coup, que du territoire, parce Mhm. que forcément le territoire, les remercie et peut-être qu'il y a des partenariats qui peuvent se mettre en place et en tout cas, on s'intègre dans ce territoire-là avec ses contraintes et puis vis-à-vis de ses clients et même de ses prospects. Parce que finalement, le tout, c'est de se distinguer. Des hôtels, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal qui proposent, simplement des nuitées et on voit bien qu'aujourd'hui les voyageurs, en tout cas certains, recherchent un peu plus que ça. Ou vont Oui. choisir un hôtel parce qu'il va proposer, du local, parce qu'il va justement s'inscrire dans le territoire, parce que, bah, il a une raison d'être qui est clairement identifiée et identifiable pour ces voyageurs ou futurs voyageurs-là. En effet, la plupart des hôtels vendent tous la même chose, des chambres. Beh, c'est ça. Ensuite, c'est une question de budget. Et puis, vu qu'il y a le revenu management, et cetera, bah, on est dans une concurrence tarifaire. OK? Alors que de travailler sur sa raison d'être et d'affirmer sa singularité, bien, c'est de proposer une diversité déjà de produits, OK? Et puis de pouvoir communiquer sur ce qui nous anime. C'est-à-dire pas chercher à vendre un produit, mais plutôt à communiquer sur ce qui nous anime au quotidien, sur qui nous sommes. C'est sortir du copier-coller, tout simplement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est d'avoir une influence sur l'écosystème. C'est d'inviter d'autres personnes à s'engager dans une démarche qui nous ressemble. Donc, c'est développer la robustesse d'un écosystème. C'est ce que fait exactement la forêt, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre une plante qui vient d'un endroit éloigné, le mettre dans une forêt en lui disant bah, ça va marcher. Bah, oui, Non, non. Mmh. tu vois. Donc, c'est vraiment favoriser la robustesse d'un écosystème
et qui pour moi, est beaucoup plus importante. Je veux dire dans les relations humaines, si on était tous identiques, toutes les femmes étaient identiques et tous les hommes seraient identiques, bah, ce serait vraiment un monde plutôt, chiant. Oui, qui ferait un petit peu peur même. Ouais, tout à fait, ouais. Ce qui m'a plu aussi, par exemple, en travaillant sur l'hôtel Almana, ils se sont dit: «Bah, tu vois, on a une petite salle de réunion, en hiver, elle est vide. Est-ce qu'elle ne pourrait pas, servir à des associations dans notre quartier?» De permettre à des associations qui n'ont pas forcément, les moyens financiers, mais qui animent, la communauté locale et bah, de dire: «Bah, voilà, nous on veut bien être partie prenante et mettre à disposition cette salle» et qu'est-ce que ça va créer? Bah, ça recrée du lien humain, ce sentiment d'appartenir à une communauté, et qui n'est pas forcément, orienté vers l'aspect marchand des choses, mais vraiment vers le côté humain des choses. C'est pas orienté vers l'aspect marchand, mais ça je pense que ça a quand même des retombées parce que moi, j'ai ça à côté de chez moi. Moi, je suis dans une association sportive et de yoga notamment et cette association a des partenariats avec pas mal d'hôtels de la ville et certains hôtels mettent à disposition, du coup, des salles pour qu'on puisse pratiquer gratuitement certains ateliers. Bah, moi, j'ai beaucoup plus envie en tant que alors certes, pas touriste, mais en tant que locale, d'aller prendre le café ou au resto dans cet hôtel plutôt qu'aller ailleurs et donc finalement, bah, ça permet aussi, aux locaux de participer. C'est un peu l'hybridation des lieux aussi, hein, qui est intéressante, qui est de trouver, quelque part, parfois d'autres sources de revenus, malgré tout avec les populations locales et pas qu'avec les touristes, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais moi, effectivement, j'ai plutôt envie d'aller dans cet hôtel qui nous met à disposition des salles gratuitement, pour l'association plutôt que d'aller, peut-être même dans un autre restaurant parce qu'il y a un lien qui se crée. Il y a un attachement qui se crée. Il y a quelque chose, de commun et donc de se dire: «Bah, ouais, moi aussi j'ai envie de le soutenir quelque part» et donc il y a un cercle vertueux qui se met en place. Donc même si l'objectif n'est pas et ne doit pas être a priori pour que ça se réalise correctement, l'objectif économique pur, il y a quand même a priori des retombées. À la fois dans ce que tu dis, quand on met en place une raison d'être vis-à-vis de ses salariés, donc moins de turnover, donc ça coûte moins cher parce qu'on sait très bien que le turnover, ça coûte très cher aux entreprises. Tout à fait. Former des gens, ça coûte très cher, si on a bien envie de les former, parce que c'est quand même le principe, mais former des gens, ça coûte cher, les départs, ça coûte cher, donc ça coûte quand même moins cher d'avoir des salariés investis qui tombent moins malades, j'imagine aussi du coup, parce que bah, quand on est bien dans son environnement, quand, on est bien dans son entreprise et qu'on a envie d'aller bosser, bah, c'est quand même pas la même chose que quand on traîne des pieds et qu'on est dans un environnement qu'on estime ou qu'on trouve toxique ou en burn-out. Donc du coup, il doit y avoir moins d'arrêt aussi et puis après vis-à-vis de ses prospects, vis-à-vis de la des populations locales. Donc on voit bien, si je résume, en tout cas moi ce que je perçois, le cercle vertueux et le potentiel, du coup, de développement de l'entreprise qui n'est pas effectivement axé uniquement sur le développement d'un produit, mais qui, in fine, permet aussi de développer ce produit-là. Ou d'autres produits, mais en tout cas son activité. Oui et d'autres produits avec un impact positif. Voilà, c'est ça. Mais pour ça aussi, il y avait un élément qui me semble important. J'avais vécu ça dans un atelier, sur la raison d'être. On était venu avec une jolie raison d'être et ensuite on l'a mis, on l'a confronté au personnel, quoi et on s'est rendu compte que tout le monde ne la comprenait pas. Parce qu'il Mmh. y avait des mots qui n'étaient pas, la définition n'était pas la même, ou tu vois, selon la culture et ce qui était intéressant à travers cet atelier, c'est de réinstaurer le dialogue. Ce qui permet aussi, aux salariés de comprendre, exactement quelle est la l'intention de l'entreprise, son point d'ancrage, de s'y retrouver, mais aussi aux dirigeants de comprendre ce que les salariés recherchent au sein de son entreprise. Et oui. Et c'est pour ça que cette notion de dialogue, elle est extrêmement importante. Et ces ateliers sur la raison d'être, la notion de sens, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est enrichissant aussi bien pour les salariés, pour les parties prenantes, que pour le dirigeant ou les managers. Et donc, à partir du moment où on a ce moment de dialogue, cette compréhension entre nous, bah déjà la communication est beaucoup plus facile, ok. Bien sûr. Et puis on avance beaucoup plus facilement. Et puis le taux d'engagement, logiquement augmente
parce que je me sens concerné, je me sens écouté. Je veux dire, la pire des choses, c'est que, quand on se sent pas du tout écouté, ça crée vraiment un malaise, tu essayes 1 fois, 2 fois, tu dis: «Bon, bah, c'est fini, moi je me mets en retrait et point barre» et pas plus tard qu'hier, je travaille sur un dossier, et moi, on m'avait demandé de faire quelque chose et sérieusement, je n'y voyais aucun sens, quoi, et la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir, 1 le poser. Donc le poser, ça veut dire que tu as la sensation que tu peux poser les choses, OK? Ou alors, c'est dans ta nature, tu poses les choses parce que ça te dérange ou tu ne comprends pas et tu mais il y a beaucoup de gens qui ne posent pas les choses parce qu'ils sont pas en confiance, Bien ils sûr. ont peur ou quoi que ce soit, tu vois? Donc c'est de poser les choses et une fois qu'on a eu cette discussion, eh bien, j'ai compris le sens et donc là, maintenant, je suis, dans un état beaucoup plus, positif. Je sais où je dois aller, j'ai besoin de réfléchir comment je vais le faire, mais au moins maintenant, c'est clair. Et la personne de l'autre côté qui comprenait pas pourquoi je n'y voyais pas de sens, elle comprend aussi, mon point de vue et donc la notion de dialogue est essentielle pour faire avancer les choses et les faire évoluer surtout. Je pense que c'est une, belle conclusion. En Ouais fait, il y a pas de sens sans dialogue, en tout cas difficilement. et on va conclure si tu veux avec justement cette pause café, dont tu parlais. Moi je me souviens aux Maldives, ces pauses café étaient tellement constructives. Tellement constructive dans le sens où on n'apprenait pas seulement sur l'entreprise, on apprenait sur chacun d'entre nous, sur, ce qu'on vit dans le moment et comment on le vit et ça développe de la solidarité Oui. et quand je reviens à cette histoire de crise du tsunami, je pense que ce qui en est ressorti de ce sens qu'on avait commun, eh bien, c'est la solidarité dans des moments difficiles Mmh. et une solidarité, pas voulue, mais qui vient naturellement. Et on a besoin de faire renaître ça au sein de nos entreprises. Merci François. Merci Chloé, d'avoir cette, intelligence à me faire parler avec le cœur et je pense que ça, c'est important aussi. C'est de redescendre un peu, du mental et aller vers plus vers le cœur. On a tous besoin d'amour. Ça, c'est sûr, ça, Voilà. c'est certain. Moi qui suis quand même pas mal dans le mental, mais ça, c'est voilà, c'est passionnant de, bah, de redescendre, de parler du cœur, mais de voir comme le cœur et le mental, finalement, on peut les connecter aussi, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que c'est pas Ouais forcément antinomique. Moi, c'est ça que je retiens aussi de notre conversation. C'est que tout ça, ce sont des cercles vertueux. et toi de cet échange, qu'est-ce que ça t'inspire? Et ben, ça me confirme, mes intuitions. À savoir que bon alors, moi, tu vois, j'ai un cabinet d'avocats, donc je produis pas des nuitées, mais on produit quand même du service juridique. On a une équipe aujourd'hui et c'est vrai que le management, c'est une question de tous les jours et ce dialogue, le fait de faire participer, toutes les parties prenantes, bah, au projet qui est le nôtre de cabinet d'avocat. On peut dire un projet de cabinet d'avocat, c'est pas le projet le plus sexy, hein, qui existe. Les cabinets d'avocats, ils sont tous un peu sur le même modèle et nous, depuis le début, avec Laura, mon associée, on se dit qu'on veut créer un cabinet différent. Différent dans sa relation avec ses collaborateurs, d'abord, parce qu'on a beaucoup souffert à titre personnel, bah, notamment de ce besoin de productivité extrême, hein, qu'on attend de nous, en cabinet d'avocat et en tant qu'avocat. De la relation avec les clients aussi, de comment on veut fournir le service juridique, de l'accès au droit qu'on propose, avec Laura, qui est très important pour nous, de l'accès à l'avocat, de démystifier, de dédramatiser l'accès à l'avocat. Donc on avait quand même déjà, mis sur papier une forme de raison d'être à laquelle, bah, nos collaborateurs, collaboratrices, adhèrent. Et on voit bien que c'est aussi pour ça qu'ils viennent chez nous ou qu'elles viennent chez nous, c'est ce modèle un peu différent et donc bah, faut le maintenir dans le temps, et donc c'est hyper inspirant et ça fait du bien de se remettre ça en tête parce qu'on est toutes et tous pris par le quotidien,
par la masse de travail, par beaucoup de contraintes aussi, par du stress parfois et en tant qu'entrepreneur, c'est pas tous les jours, facile et donc remettre ça au centre régulièrement, je pense que c'est important et du coup, se faire accompagner aussi pour avoir ce recul qu'on n'a pas forcément en tant que dirigeant. Et tu avais travaillé d'ailleurs avec moi, sur la raison d'être, du Mmh, podcast. Comment oui, tu as vécu cette expérience? c'était fascinant. C'était fascinant parce qu'on voyait qu'on était plusieurs, hein, du coup, de profils d'ailleurs, très différents, venant de milieux professionnels très différents aussi et on avançait, on reculait, on avançait, on reculait et moi, je sais que je me rappelle très bien qu'au début, j'avais une forme de frustration même quand on reculait. De dire: «Mais on n'avance pas assez vite, on avan» toujours cette histoire de productivité, tu vois? Qui Mmh. quitte pas finalement, ou qui quitte, difficilement et il faut du temps pour rentrer là-dedans. C'est pour ça que le faire seul, c'est très difficile. C'est que, on revient quand même toujours à ça, à cette productivité, et donc cette volonté de dire: «Bah, voilà, on va faire une session et on va la trouver cette raison d'être». Bah, non, ça marche pas comme ça. En fait, il a fallu faire plusieurs sessions, il a fallu beaucoup écouter, il a fallu, prendre, bah, enfin, en tout cas, écouter, de nouvelles manières de voir les choses, se dire: «Ah oui, tiens, ça, c'est une bonne idée et moi, je serais peut-être pas allée dans ce sens-là, mais OK» et du coup, laisser un vrai dialogue s'instaurer, tu vois? On revient à ce qu'on disait tout à l'heure et j'ai trouvé que c'était extrêmement enrichissant et je crois qu'on était toutes et tous très satisfaits du résultat, alors que c'était pas gagné. Et on s'est tous reconnus dans cette raison d'être, Oui, qu'on a construite et qu'on a fait émerger ensemble avec, des horizons différents, des attentes différentes et c'est très. ça la magie, tu vois? Et je vais aller beaucoup plus loin dans la magie, c'est que cette raison d'être, donc c'était pour le podcast, OK? Et qu'est-ce qu'il en est découlé de cette raison d'être? C'est qu'aujourd'hui, bah, du podcast, on se lance dans la production de podcasts écoactifs et puis maintenant, on se dit, bah, on va développer des formations audio sur le tourisme à impact positif. Mmh. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est le champ d'opportunités que ça ouvre progressivement, au fur et à mesure qu'on vit cette raison d'être et qu'on la fait vivre, tu vois? Et c'est ça qui est génial. Je suis bien d'accord. Non, mais Super. c'est fascinant. Bah, écoute, merci beaucoup pour, ce moment passé ensemble, Merci toujours à toi, aussi, sympathique. n'est-ce pas? Super. Au revoir Chloé. Merci François. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.